Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années, dont la version 5 est sortie il y a quelques années, parce qu'en fait, sa version d'origine pourrait très bien être figurée dans la partie Archéo-Roly de la chaîne. Donc en fait, moi, je veux vous parler de l'œil noir, la cinquième édition, sortie par Black Book en 2020, si je ne me trompe pas. Alors l'œil noir en fait est sorti en 1900 en France, est sorti en 1984-1985, étant présenté comme une initiation. Ça s'appelait l'œil noir initiation au jeu d'aventure. Hein. Il est sorti en français à l'époque, et entre cette version 1 et cette dernière version, il n'y a eu aucune autre édition en français, à moins que je me trompe, vous me corrigerez si c'est le cas. Bien. L'œil noir, pour beaucoup d'entre vous, a été le premier jeu de rôle qu'ils ont connu et constitue du coup une véritable Madeleine de Proust. Alors pour moi, pour bien mettre ma critique dans le contexte, je critique uniquement le livre de base, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que en VO, la quantité de production sur l'œil noir est assez astronomique. Hein. Je n'ai jamais joué à la première édition, jamais en fait. Quand il est sorti, on jouait déjà à autre chose. Comme je vous dis, il était présenté comme une initiation en fait. Et donc en fait, nous, on jouait déjà depuis un bout de temps et on l'a complètement laissé de côté. Bien, donc du coup en fait, la particularité de ce jeu, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, ce jeu euh, a beaucoup d'admirateurs et pas mal de détracteurs également. Et donc je voulais mettre un peu dans le contexte pour vous montrer que je ne connais pas les versions d'avant. Donc moi je me base que sur le livre de base sorti en 2020 par Black Book et je base ma critique là-dessus. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, on va voir le monde, on va voir les personnages, la création des persos, le système, enfin comme d'habitude, et à la fin une conclusion tout à fait personnelle. Alors on va commencer par où est-ce qu'on joue. Alors, je ne vais pas le faire comme d'habitude, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Si je prends la quatrième de couverture, je vous la lis. L'œil noir est un jeu de rôle de fantasy dans lequel vous et vos amis jouez les premiers rôles, évoluez en tant que courageux chevalier, coureuse des bois elfiques ou magicien érudit avec vos compagnons dans l'Empire, affaibli par de nombreuses guerres, et découvrez les pays exotiques des Tulamides, les jungles étouffantes du sud ou les terres sombres. Voilà, alors là déjà, avec une carte derrière, on se dit... Ouais, surtout que le bouquin, hein, je ne l'ai pas dit, le bouquin fait quand même ouais, 400 pages, hein, 400 pages. Donc je m'attends, quand je lis la quatrième de couverture, à avoir une description du monde. D'ailleurs, en fait, dès la page 7, on arrive à qu'est-ce que l'aventurie. Super, que je me dis, super. Et là, je déchante. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde... Voilà. Donc, il y a très exactement 2 pages. Pas 10, pas 20, pas 30, 2. Alors, vous allez me dire, il y a quelques éléments qui sont dispersés dans les peuplades, dans les... Oui, mais la description du monde, 2 pages. Donc là, 2 pages... Là, je commence déjà à tiquer, quoi. Sur un bouquin de 408 pages, me mettre 2 pages de description du monde. Alors, on va me dire, ouais, Fred, mais il y a l'Atlas. Ouais, d'accord, il y a l'Atlas, mais comme je dis, moi, j'achète le livre de base. Hein. Alors, heureusement que le livre de base a eu des prix qui ont baissé. Donc, chez Black Book, vous le trouvez à 30 € maintenant. Hein, avant, le prix de quatrième de couverture, il est à 60. D'ailleurs, en fait, il y a des boutiques qui le vendent à 60, là, parce qu'ils l'ont payé le prix là. Et 60 balles, si vous avez 2 pages de setting, on va dire, de description de ce monde, l'aventurier, parce que l'aventurier, moi, on me l'a vendu comme quand même étant un setting médiéval fantastique quasiment incontournable. Et là, j'ai 2 pages. Donc là, je me dis, ça commence pas bien. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans les 408 pages? Et je commence à avoir un peu peur. Bien.
Maintenant, donc du coup, bah voilà, j'ai terminé, hein, ça va beaucoup plus vite que d'habitude, où on joue dans l'aventurie, mais vous irez chercher les descriptions ailleurs, parce qu'elles ne sont pas dans le livre de base. Voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on joue. Alors, je ne vous présente pas l'œil noir, on va dire, dans ces chapitres linéaires du bouquin. Hein, j'essaye de structurer un peu ma vidéo pour ça. Donc, déjà, on va dire qu'est-ce qu'on joue. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Les peuples que vous allez pouvoir jouer dans l'aventurier sont dans le chapitre 4, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, en fait, on a quand même relativement du classique. Hein. Nous avons les humains. Après, je reviendrai après plus tard au niveau de la création du personnage. Mais on a les humains. On a pas beaucoup, en fait, des peuplades. Hein. On a les elfes. On a les demi-elfes. Et les nains, les nains. Voilà, les demi-elfes et les nains. Voilà. Et c'est tout. Donc nous avons 4 types de peuplades. Voilà ce qu'on va jouer. J'avais dit que j'essayais de structurer un peu ma vidéo, mais j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose. J'ai complètement oublié de vous parler de la forme. Et là, la forme, là, j'ai pas grand-chose à dire. Donc un bouquin de 400 pages. Bon, c'est avec une mise en forme qui est vraiment, vraiment très chouette. Hein. Les dessins sont sympas, sans être géniaux. Hein. Mais bon, ils font le taf. Vous voyez, donc là, je vous feuillette un peu le bouquin. Voilà, donc vous avez quand même une qualité au niveau du matos, la qualité est absolument... Il n'y a rien à dire, hein. C'est un bon gros bouquin, la relure est très très bien, la couverture, on a du bon carton bien épais, donc à ce niveau, il n'y a rien à dire. Bien. Ceci étant dit, revenons à nos que joue-t-on? Donc effectivement, on va jouer, comme je vous ai dit, des humains, des elfes, des demi-elfes et des nains. Donc on reste vraiment du classique médiéval fantastique. Hein. Sur ce point-là, bon, après, à la limite, je préfère quand il n'y a pas énormément de peuplade, ça évite de se transformer un peu en Barnum Circus. Hein. Donc là, ensuite, donc, nous avons les cultures. Alors les cultures, c'est pour les humains, hein, on l'a à la fin des cultures. Vous allez voir, je ne vais pas vous prendre tout le détail là des cultures. On verra ça après. Voilà. Vous avez en fait toutes les cultures humaines. Hein. Il y en a 18. Vous avez 3 cultures elfes et 4 cultures naines. Donc effectivement, vous allez jouer un peuple, mais un peuple aussi qui se situe dans sa propre culture. Ça dépend où, effectivement, il est né en aventurier. Voilà. En gros, voilà ce qu'on va jouer. Après, au niveau des professions, là, on en a un tas. Hein, on a un tas de professions. Bon, là, on a donc vous avez quand même un panel de choix. Une fois rien que vous allez mélanger ces 3 éléments-là, vous allez avoir quand même des personnages relativement différents les uns des autres. Et vous avez énormément de choix, effectivement, dans les professions, ce qui est plutôt un bon point. Donc, vous voyez, vous avez le barde, le chasseur, le chevalier, l'espionne, le courtisan, la gladiatrice, le garde, la guerrière. À ce qui me rend... Qu'est-ce que je viens de voir ? Non, j'ai rien dit. La guerrière tribale, le marchand, enfin quand je dis le, c'est le ou la, hein, on est bien d'accord, vous voyez, dans un souci d'inclusivité, ils ont décrit la guerrière ici, et le bagage professionnel qui est là, on reviendra là-dessus plus tard, il s'appelle le guerrier. Hein. Et vous avez ça à peu près pour toutes les professions. Quoique prostituée, je ne sais pas si il y a une... Non, bah non, il n'y a pas de... Enfin bon, bref. Là, le saltimbanque, ou la saltimbanque, l'arpenteuse, l'arpenteur, le vagabond, bon, bref. Le tismage, le magicien blanc, le magicien gris, le magicien noir, ils ont beaucoup de couleurs. Le magicien qui est sans guilde, lui, il n'a pas de couleur. Magicien sans guilde, hein, bon, voilà. La sorcière chat, la sorcière crapaud, la sorcière corbeau... Le consacré de Boron, enfin, chaque prêtre, en fait, il y en a 12 dieux, si je ne me trompe pas. Vous avez les différents consacrés, voilà. Et donc, vous avez un résumé ici de toutes les professions possibles. Vous voyez, vous avez des professions qui sont regroupées en professions profanes, en professions magiques, et enfin en professions cléricales. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Donc là, on se retrouve avec
pas mal de possibilités. En sachant qu'on n'est pas dans un jeu avec des classes, hein. Nous sommes dans un jeu donc avec des professions. Dans chaque profession, vous allez avoir des talents. On est plus de, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, en général, parce que personnellement, à titre personnel, Fred, oui, tu fais des belles phrases quand même. Donc, personnellement, en fait, je préfère les jeux qui n'ont pas de classe. euh, Ce qui évite un peu d'être enfermé dans une certaine manière de jouer son personnage et limite effectivement son évolution dans une voie toute tracée dès le départ. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer donc tout ce que je viens de vous expliquer. Donc 4 peuplades, pas mal de cultures, une vingtaine de cultures différentes, un peu plus, 25 cultures différentes, et pas mal de professions que vous allez piocher. Enfin acheter, parce que vous allez voir, pour créer votre personnage. Bon, alors maintenant, je vais passer déjà à la création de personnage, et ensuite je vous passerai au système et comment on joue. Parce qu'en fait, j'étais un peu perturbé, parce qu'on nous présente déjà les règles avant de présenter le personnage, et les règles font un peu rapide. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu perturbé, mais je vais vous dire pourquoi ça m'a perturbé, c'est à cause des termes. Donc là, je vais vous parler de la création de personnages. Voilà, donc la création de personnages se trouve au chapitre 3. Jusque-là, ça va. Pourquoi je vous dis jusque-là? Parce qu'en fait, personnellement, j'ai trouvé que la création de personnages était d'une lourdeur que j'avais pas vue depuis très longtemps. Alors on me dit, Fred, tu déconnes, tu joues à Rollmaster, machin. Ouais, mais j'ai trouvé ça plus chiant en fait. Enfin, j'ai essayé d'argumenter quand même pour pas raconter n'importe quoi. Donc la création de personnage, déjà quand on commence par 15 étapes. C'est pas rien 15 étapes, hein. On a déjà pas mal. La première chose que vous allez à faire, ça c'est un truc un peu plus, une première étape que je trouve assez intéressante, c'est que vous allez choisir votre degré d'expérience en fait de votre perso, tel que que j'ai lu en fait dans les exemples qu'ils donnent. Visiblement, le degré standard serait plutôt le personnage expérimenté, parce que vous voyez, vous avez l'inexpérimenté, le moyen, l'expérimenté, le compétent, le magistral, le brillant, le légendaire. Alors tout ça, ça permet quand même au maître de jeu de pouvoir créer des personnages en fonction du niveau de sa campagne, de ses parties. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on a un compte de points d'aventure. Là, vous voyez, 900, 1000, 1100, 1200, jusque 2100. Alors, on va prendre l'expérimenté, on a 1100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour créer votre personnage, vous avez 1100 points à répartir. C'est pas rien, hein? Oui, parce qu'en fait, dans ce jeu, le personnage n'est pas tiré, il n'y a aucun jet de dés qui n'arrive dans la création de personnage, ce n'est uniquement de la répartition de points. On a quoi? On a la valeur maximum de qualité. Alors là, au début, quand j'ai lu, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est les qualités? C'est ça que ça m'a un peu désarçonné aussi. Pourquoi? Parce que ce jeu utilise des termes que l'on ne trouve pas dans d'autres. Les qualités, ce sont les caractéristiques, en fait. Il y en a 8. Donc, en fait, en fonction du niveau, du degré d'expérience que vous voulez, dont votre personnage va être, il va avoir une valeur maximum, en fait, dans ses qualités. Donc, expérimenté, il peut pas avoir plus que 14, un inexpérimenté, plus que 12. Après, vous avez la valeur max de compétence. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo la valeur de compétence, c'est la valeur maximum que vous avez dans un talent, que vous avez dans une compétence. Donc là, il va avoir au maximum 10 points. Enfin, il va avoir au maximum 10 de valeur de compétence. D'ailleurs, en fait, pour les 3 premiers niveaux d'expérience, vous voyez, c'est toujours 10. Qu'est-ce qu'on a? Après, on a la valeur maximum pour la technique de combat. Après, on a le nombre maximum de points de qualité. On sait à comprendre. Hein, on a des points d'aventure à dépenser, mais on a une deuxième jauge qui est la valeur maximum des points de qualité. Après, on a le nombre maximum de sorts, machin. Ça, c'est beaucoup plus classique. Donc, une fois qu'on a choisi son degré d'expérience, on va choisir un peuple. Alors là, ce qui est marrant, c'est que déjà, on choisit un peuple.
C'est un peu chiant parce que les peuples, en fait, on les présente beaucoup plus tard, hein, comme je vous ai montré, mais bon, pourquoi pas. Donc chaque peuple, quand vous, si je reprends les peuples, là, on n'est toujours pas dans les peuples, hein, vous voyez, c'est pas à côté, les peuples. Voilà, les peuples sont là. Par exemple, je prends, les peuples sont là. Je prends un humain. Donc, en fait, l'humain, il vous coûte 0 point d'aventure. Mais par contre, si vous voulez prendre un elfe, lui, il va vous coûter, c'est où? C'est ici, il va vous coûter 18 points. Donc, les 18 points parmi les 1100 que vous avez à dépenser. Bon, donc chaque peuple vous fait dépenser des points d'aventure quand vous l'achetez, sauf l'humain qui coûte 0. Après, vous allez choisir une culture. C'est pour ça que je vous ai parlé des cultures avant. D'ailleurs, en fait, quand vous lisez, le problème, c'est qu'on arrive ici, culture humaine, hein, si je veux prendre le bouquin, que je veux créer un personnage tout de suite, on me dit, bah voilà, les cultures humaines, il y a l'Andergastien, l'Aranien, l'Aventurien du Nord, du Sud, etc. Et avec tous ceux qui sont là. Chaque culture va vous donner des bonus, enfin, va avoir un truc de base, on va dire, un bagage culturel, hein, donc quelque chose de base qui va vous donner des points dans vos compétences. Donc, par exemple, on prend le premier, l'Andergastien, il va avoir plus 1 en botanique, plus 1 en contes et légendes, plus 1 en orientation, plus 2 en survie, plus 2 en travail du bois, plus 1 en zoologie. Et ça va vous coûter des points d'aventure. Donc là, par exemple, l'Andergastien va coûter 20 points d'aventure. Toujours à déduire des 1100, hein, rappelez-vous. Le Moa, c'est celui qui coûte le plus cher. Il a 38 points d'aventure. Il vous coûte 38 points d'aventure pour choisir cette culture. Bien. Alors là, on a quand même un petit problème, parce que comme je vous ai dit, le monde, il y a 2 pages, et moi, les cultures là, moi, ça ne me parle pas, quoi. On va dire, Fred, oui, ils sont décrits dans les cultures, telle mauvaise foi. Alors, bon, oui, un petit peu, ouais. Ouais, enfin, on n'a pas grand-chose, hein, quand même, dans la culture. Moi, j'aurais aimé qu'on me décrive un peu plus le pays, un peu plus, beaucoup de choses. Bon, on va reprendre les cultures hein, pour vous montrer ce qu'on a, les cultures. Voilà. Donc, on a quand même l'Andergastien, on a quand même son mode de vie, sa vision du mode, ses us et coutumes, son habillement et son armement. Et en gros, voilà, c'est tout. On passe au suivant. Donc, en fait, c'est résumé là-dessus. Je trouve ça... J'ai pas l'histoire du peuple, j'ai pas à part que c'est effectivement un royaume visiblement belliqueux qui est rallié par ses voisins, voilà, pour son conservatisme, mais c'est quand même très 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 succinct, moi je trouve, et moi j'ai du mal à me projeter enfin dans une liste de cultures qu'on me donne comme ça, sans me donner vraiment du background conséquent là-dessus. Bien, donc une fois qu'on a changé la culture, on passe à l'étape 5. Et là, on va répartir les points de qualité. Alors, les points de qualité, en fait, tout le monde a 8 points. Alors déjà, il y a un truc, on a 8 points minimum. Donc, vous êtes obligé de mettre 8 points dedans. Voilà. Par exemple, au degré expérimenté, un héros peut distribuer, pour commencer, jusqu'à 100 points de qualité, et ses valeurs doivent se situer entre 8 et 14, donc 8 minimum. Il lui reste donc jusqu'à 36 points de qualité à répartir pour monter ses qualités au-dessus de 8. La question que je me pose, c'est que si on a 8 partout, pourquoi on dit qu'on a 100 points de qualité, alors que finalement, c'était plus facile de dire vous avez 8 points partout, vous avez 36 points à répartir, plutôt de dire 100, mais les premiers, ça coûte ça, il vous reste 36. Je trouve ça un peu con. C'est un peu c'est dans les tournures, en fait, que vient la difficulté, moi, je trouve. Et donc, chaque point... jusqu'à une valeur de qualité de 14, au-dessus des 8, vous coûte, en fait... alors, chaque point de qualité supplémentaire, effectivement, doit être payé. Par contre, vous voyez, les points de qualité, eux, c'est depuis le 0 jusqu'au 8. Donc, on a 2 choses différentes, déjà. Donc, jusqu'à ce que 14 points, vous dépensez dans chaque point vous coûte 15 points d'aventure. Sortir les calculatrices, hein.
Alors vous avez des exemples de répartition, hein, parce qu'ils sont quand même aperçus que c'était pas si simple que ça. Donc 540 points, bah voilà. 555 points, bah vous preniez une ligne et puis... ah non, c'est même pas une ligne, c'est par colonne, je crois. Hein. 3, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, c'est par colonne. Vous avez des exemples de répartition et combien ça va vous coûter en ayant, par exemple, là, une valeur à 15, deux valeurs à 15, en sachant que si vous prenez un expérimenté, le maximum, c'est une valeur à 14. Bon. Ouais. Bon, voilà. Voilà. Donc, enfin, je sais pas, moi je... Alors on me dit, oui, il y a des applis qui existent pour faire... Oui, mais si on a besoin d'une application, c'est que c'est déjà compliqué, en fait. Bon, enfin, c'est mon propre avis. Vous faites le vôtre. Donc après, nous allons choisir une profession. Alors là, c'est plus simple. Vous avez vu les professions qu'on a tout à l'heure. Donc, comme je disais, on a pareil pour les... donc on va pas prendre ça. Ça, c'est autre chose. Le source landais, tout ça, c'est les cultures. Voilà, on va prendre les professions. Par exemple, je prends un saltimbanque. Donc, un saltimbanque qui va me coûter 160 points d'aventure. Un ou une prostituée va vous coûter 203 points d'aventure, un marchand 136 points d'aventure. Et ça va vous donner... Et vous avez à chaque fois des variantes. Par exemple, le marchand, il peut être changeur, colporteur, enfin changeur, c'est ce qui fait le change, en fait, le commerce. Colporteur, le marchand ambulant, le marchand itinérant, le troqueur, et à chaque fois, ça vous coûte des points d'aventure différentes. Et parce qu'en fait, vous avez un bagage professionnel, on va dire, qui vous donne des techniques de combat, des talents, on vous recommande des avantages, on vous recommande des désavantages, on va y venir après. Voilà. Et donc avec les variantes qui vont modifier un peu la profession standard. Donc voilà, vous en avez un tas, donc à noter qu'il faut dépenser des points d'aventure pour acheter votre profession. Bien, on va passer quand même relativement là-dessus. On a choisi une profession. Alors, si vous avez des sorts, voilà. Après, vous avez les avantages et les désavantages. Alors, donc là, quand vous achetez des avantages, ça vous coûte des points d'aventure. Quand vous avez acheté des désavantages, ça vous en rapporte. Et donc, chaque profession a un conseil, plutôt pour rester un peu dans le... comment dire, entre guillemets, l'archétype de la profession, vous conseille de prendre ces avantages-là et ces désavantages-là. Et donc là, vous en avez quand même un certain nombre. Hein, alors, avantages et désavantages en résumé. Ouais, à chaque fois, vous avez avantages, désavantages, c'est ça. Donc là, on a des désavantages. Oui, les avantages sont en premier. Les désavantages sont à partir de là. Donc, par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui est malchanceux, quelqu'un qui a une mauvaise habitude, quelqu'un qui résiste aux maladies, etc., etc. Donc, on a des avantages et des avantages et des désavantages qui vont vous modifier vos points d'aventure. Ça m'embête un peu que ça soit l'étape 7, parce que si vous avez déjà dépensé des points pour un tas de trucs, et l'avantage et les désavantages, bah, c'est après. Donc je sais pas, je l'aurais mis avant, moi, personnellement, mais enfin bon, peut-être qu'il y a une subtilité que je n'ai pas vue. Ensuite, on vous dit d'activer et d'augmenter vos compétences. Alors là, il va falloir... je vous montrerai la feuille de personnage après. Donc en fait, non, il faut que je vous la montre tout de suite, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. J'ai eu du mal aussi, moi. Je vais vous montrer une partie de la feuille de personnage. Je vais vous montrer la feuille de personnage complète après. Hein. Voilà. Là, vous avez tout ce qui est les talents. Hein, les talents ont des valeurs, des facteurs d'amélioration. Pour pouvoir utiliser un talent, il faut que vous l'activiez à 0. Donc en gros, que vous l'ouvriez, donc il faut dépenser un certain nombre de points dedans, et vous l'activez à 0, et vous mettez la valeur de compétence, dans ce cas-là, 0, mais vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir faire un jet de dés, sinon vous ne pouvez pas. Voilà. Et nous avons ce beau tableau-là, en fonction,
Vous voyez, l'amélioration, elle est là, DA, machin, etc. Et là, ça vous coûte plus ou moins des points d'aventure pour activer vos talents. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on parle de compétences ici, et là, on parle de talents. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, les compétences regroupent les talents et genre des techniques de combat, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est ça, les techniques de combat font partie des compétences. Donc, je vous montrerai ça après, quand je vais parler du système de jeu. Mais on n'a pas fini, parce que là, en fait, oui, donc là, après, on va calculer les valeurs techniques du combat. La valeur d'attaque correspond à la valeur de la technique du combat. Donc les techniques de combat, c'est là. Donc pareil que les autres, je suppose, oui, parce que là on a VC pour valeur de compétence, ici on a, voilà, VTC, c'est valeur technique de combat. La valeur d'attaque correspond à la valeur de la technique de combat de l'arme modifiée par le courage. Cette valeur augmente de 1 pour chaque tranche de 3 points au-dessus de 8 en courage. Et c'est comme ça pour les 3 valeurs. On a une valeur d'attaque, une valeur de parade et une valeur de combat à distance. Alors, voilà. Enfin, bon, moi, personnellement, c'est pareil. Je trouve ça assez lourd. C'est pas compliqué, en fait. Hein. Vous arriverez à le faire. Hein. C'est pas le problème. Sauf que je trouve que c'est assez lourd et certainement pas dédié à des débutants. Donc là, on vous montre, on vous résume. On a à chaque fois des tableaux de résumé à la fin, ce qui est plutôt bien fait. Des capacités spéciales, oui, parce qu'en fait, on a, l'étape 10, c'est on choisit ses capacités spéciales. Vous pouvez être chef, connaissance des terrains. On n'est pas dans les avantages, hein, on est dans les capacités spéciales, ce qui est encore autre chose. Donc, encore des coups de points d'aventure. Voilà. À procéder aux derniers ajustements, on va enfin y arriver. Donc là, on va calculer les valeurs dérivées, l'énergie vitale, l'énergie astrale, l'énergie karmique, la ténacité mentale et la ténacité physique, qui sont en gros vos résistances à la magie. Vous allez calculer votre esquive, votre initiative, votre vitesse. Tout ça, on le retrouve ici. Je vais vous montrer ça après. Et est-ce que j'aime bien l'exemple? Les 3 joueurs calculent rapidement leur valeur de base. Ils calculent rapidement, les mecs, hein. Pas moi. Et puis après, on va acheter l'équipement, on rentre plus dans le classique, on va définir l'âge de départ, on va choisir un nom et on a terminé de créer le personnage. Bien. Alors après tout ça, je vais quand même vous montrer la feuille de perso pour montrer quand même qu'est-ce qu'on a rempli là-dedans. Bon, la création de personnage est tellement longue que je pense que j'ai eu une coupure caméra. Alors, je vais vous montrer quand même, je ne vais pas revenir dessus, voilà. Je vais vous montrer la feuille de personnage, enfin le dossier de personnage. Voilà, la feuille de personnage, c'est ça. Donc là, nous avons les qualités. Donc vous avez courage, intelligence, intuition, charisme, dextérité, agilité, constitution et force. Là, vous allez remplir votre énergie vitale, votre énergie astrale, votre énergie karmique, votre ténacité mentale, votre ténacité physique, votre esquive, votre initiative et votre vitesse. C'est en fait ce que je vous ai expliqué à la fin de la création de personnage. C'est les caractéristiques finales. Alors, on n'est pas organisé comme ça, elle est organisée comme ça, la feuille de personnage. Donc ici, on reprend vos qualités, les points d'encombrement qui sont là-haut, parce qu'ils sont assez importants, et là, vous avez tous les talents. Donc des talents physiques, des talents sociaux, des talents de nature, des talents de connaissance, des talents de savoir-faire, avec, on verra sur l'épreuve après, l'encombrement, ça veut dire, est-ce que votre malus d'encombrement entre en jeu quand vous utilisez le talent associé. La valeur de compétence, c'est celle que vous avez déterminée à l'achat, en fait, à la création de votre personnage, devrais-je dire. Voilà. Ici, donc, on reprend de nouveau donc là, vous avez sa vitesse, son esquive, son initiative. Alors, TM, je ne sais plus ce que c'est la ténacité mentale. TP, c'est la ténacité physique. EV, c'est l'énergie vitale. En gros, grosso modo, c'est les points de vie.
Vous avez toutes les techniques de combat, donc arbalète, arc, arme à chaîne, arme d'as, arme de duel, arme de jet, bagarre. Alors là, on vous donne la qualité principale. Vous remarquerez, on y reviendra plus tard, que là, dans les épreuves, nous avons 3 qualités. Ici, nous en avons qu'une. L'amélioration, c'est le fameux A, B, C, D, E, qui, plus la lettre est élevée, plus le coût pour améliorer la compétence est élevé. L'attaque et la parade, il y en a qui sont, parce que vous ne pouvez pas parer avec un arc ou une arbalète, par exemple. Voilà, et là vous allez mettre votre matériel, votre énergie vitale, les différents états, vous remarquerez qu'ils ont des différents niveaux, ça je vais y revenir quand je vous parlerai du système. Vous avez sur votre feuille de personnage donc tout l'équipement, hein, c'est là que vous allez pouvoir remarquer que vous en avez un paquet là, des lignes. Hein. Un animal éventuellement si vous en avez un. Et là, on arrive au lanceur de sorts. Là, on commence par les liturgies, donc pour tout ce qui est prêtre. C'est là que vous allez mettre vos liturgies. L'épreuve, c'est quelles compétences vont être associées au jet de dés. Pareil, la valeur de compétences, etc. La durée, la portée. Hein, on est bien d'accord, la durée d'incantation, l'aspect. L'aspect, c'est le dieu, en gros, grosso modo. C'est un aspect d'un dieu. Et à la fin... pareil, mais cette fois-ci pour les sorts et rituels. Donc vous voyez, nous sommes quand même dans une feuille de personnage relativement, en étant gentil, on va dire complète. En étant méchant, on va dire compliqué. Ou, enfin, il y a du monde, quoi. Mais bon, admettons, pourquoi pas. Ça me dérange pas plus que ça. Mais par contre, alors, la création de personnage, pour moi, elle est vraiment bien qu'on puisse faire un tas de trucs. Hein, vous pouvez créer vos personnages au point près, mais pour moi, c'est quand même un peu lourd pour arriver à quelque chose finalement de très très classique au niveau du médiéval fantastique. Hein. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le résultat final pour votre aventurier. À noter que dans le jeu, on est plutôt dans du low fantasy, hein, donc assez peu de points de vie, mais c'est quand même pas si punitif que ça. En tout cas, on n'est pas dans le high fantasy de donjon. Hein. Pareil, au niveau des sorts, vous verrez, on n'est pas dans du grand spectacle, on va dire. Bien. Alors maintenant, je vais vous parler du système. Alors le système, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu que c'était très compliqué parce qu'en fait, ça, la grosse particularité, c'est que pour faire un geste d'une compétence, enfin d'un talent, on lance, au lieu de lancer un dé 20, on lance 3 dés 20. Donc j'ai entendu dire que c'était très compliqué, que c'était une usine à gaz, etc. Moi, personnellement, les systèmes compliqués ne me font pas plus peur que ça, du moment qu'il y a quelque chose derrière d'intéressant. Genre Rollmaster, pour répondre à quelqu'un qui me dit à propos de l'œil noir et de Rollmaster, je lui répondrai, oui, Rollmaster, déjà, c'est pas compliqué, hein, vous lancez un dé 100 plus une valeur, et derrière, vous avez, en fait, la récompense, c'est les tables de critique qui sont fabuleuses. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, des dés à la face, machin, etc. Les épreuves, alors les qualités, on vous raconte, on vous parle donc des qualités, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est donc les caractéristiques. Et donc, vous allez avoir une valeur entre 7 ou moins, jusqu'à 18 ou plus. Et là, on vous donne en fait un exemple. Qu'est-ce que c'est? Entre 10 et 11, vous êtes insuffisant. 12, 13, passable, excusez-moi. 14, 15, compétent. Et magistral à 18 et plus. Là, on est dans tout à fait le classique que vous avez des modificateurs quand on fait les épreuves de qualité. C'est-à-dire, on va faire baisser la valeur. Parce qu'en fait, c'est du roll-under. Hein, c'est du D20 roll-under. Donc, il faut faire en dessous d'une valeur. Et là, on va faire baisser la valeur sur laquelle il faut jeter le dé en dessous. Donc si vous avez 12, il faut faire 12 en dessous. Si c'est difficile, vous n'avez plus que 10. Pardon. Voilà. Donc on peut faire ce qu'ils appellent des épreuves. En fait, les épreuves, c'est le test, en fait, c'est le jet de dé. On peut faire des épreuves directement sur les caractéristiques, donc sur les qualités, mais la plupart du temps, on le fait sur les fameuses compétences qui ont 3 valeurs. Alors, comment ça marche? Je vais vous montrer ça ici.
avec la feuille de perso, ce sera plus simple. Et puis je vais prendre un D20 aussi, ce sera plus simple aussi. 3 D20. Alors, ce qui fait beaucoup débat sur l'œil noir, c'est les fameux 3 D20. Alors, pour la démonstration, j'ai rempli un peu de près n'importe quoi dans les caractéristiques. Et on va voir comment ça se joue. Admettons que je veux faire, je ne sais pas, un vol à la tire. Donc le vol à la tire, il va faire entrer en jeu 3 qualités. Donc il va faire entrer en jeu CO, qui est le courage. Donc là, j'ai mis que j'avais 12. Il va faire entrer DE, c'est la dextérité. On va dire que j'ai 10. Je ne suis pas très bon, hein, je ne suis pas forcément un voleur. D'ailleurs, et en fait, il va faire entrer l'agilité où j'ai 11. Et admettons que dans vol à la tire, j'ai 5 points de valeur de compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les 5 points, pour l'instant, on s'en fout. On va lancer nos D20. Je lance le premier D20, donc sur le 12. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais 18. Alors 18, ça va me faire moins 6. Alors déjà, ça, c'est mort. C'est pas un bon exemple. Vous allez comprendre pourquoi que c'est pas un bon exemple. Alors, on va poser les dés plutôt. Admettons que je fais 15. Donc 15, j'ai dépassé de 3, en fait. J'aurais dû faire 12 en dessous, j'ai fait 15. J'ai dépassé de 3 mon seuil de réussite. Donc ça va me coûter 5 points de valeur de compétence. Donc je passe de 5 à... ça va me baisser pas de 5 points, ça va me baisser de 3 points, mais mon valeur de conséquence, de compétence. Donc je passe de 5 moins 3, égale, il me reste 2 points pour les 2 derniers jets de dés. Mon deuxième jet de dés, on va lui dire que je fais 4. 4, c'est réussi, je suis en dessous de 10, rien ne se passe. Et le dernier, admettons que le dernier, je fasse un... Alors, je fais un 12. 12, je suis au-dessus de 1. D'accord? Donc ça va me faire encore moins 1. Et donc, il va me rester 1 point de valeur de compétence une fois que j'aurai fait mes 3 jets de dés. Mon 1 point, voilà, il est là. Il me donne le niveau de réussite qui se trouve ici. S'il me reste à la fin de mes jets de dés entre 0 et 3 points de compétence, le niveau de réussite, il est 1, de 1. De 4 à 6, il est de 2. De 7 à 9, il est de 3, etc., etc. Donc le nombre de valeurs de compétences qui vous reste à la fin des 3 jets de dés vous donne votre niveau de réussite. C'est tout. Si par exemple, là, je lance les dés, alors tout à l'heure, premier dé, là je fais 12. Donc 12, deuxième exemple, 12, j'ai fait 12, ok, c'est réussi. 12 en dessous. Le deuxième, j'ai 10. Alors là, je fais un 20. Bon, alors déjà, c'est raté. Parce que pour compenser mon jet de dés pourri, là, chez moins 10, il me faudrait une valeur de compétence de 10, que je n'ai pas. Donc ça veut dire que c'est raté. Mais j'ai fait un 20, j'ai un 20 dans mes 2 premiers dés. Il faut que je lance le troisième, parce que si je fais un deuxième 20, c'est un fumble. Pareil, si je fais des 1, si je fais 2-1 sur mes 3 jets de dés, c'est un coup critique. En sachant qu'il faut confirmer, dans ce jeu, on doit confirmer son critique. C'est-à-dire que si vous réussissez, il faut refaire une deuxième fois pour voir si c'est en dessous de votre valeur de qualité. Si c'est en dessous, c'est effectivement un critique. C'est 2 jets de dés et au-dessus, en fait, c'est une attaque tout à fait normale. Et c'est des petits détails à chaque fois qui complexifient le jeu, je trouve. En tout cas, voilà pour les 3 jets de dés. Les 3 jets de dés, pour moi, c'est pas très compliqué. Le système est totalement inédit, on va dire, dans ce sens-là. C'est fait pour donner une valeur de réussite. Mais à la fin, pourquoi? C'est la question que je me pose. Je trouve que le lancer des 3 jets de dés n'est pas compliqué, mais pourquoi? Simplement pour avoir une valeur de réussite, il y a des trucs plus simples pour ça. Il y a d'autres jeux qui le font très bien avec un seul jet de dés. Et 3 jets de dés, de toute façon, c'est toujours... On a beau me dire ce qu'on veut, même si c'est pas plus compliqué. 3 jets de dés à vérifier à chaque fois si vous êtes en dessous de votre valeur à utiliser, parce que à chaque fois, dans chaque talent, c'est des valeurs de qualité qui sont différentes, enfin, c'est des qualités différentes. Ça va être beaucoup plus long que de lancer un seul jet de dés, de toute façon.
Donc là, moi, le système n'est pas compliqué, mais je trouve que c'est inutilement compliqué et c'est un peu l'ensemble de la chose. Alors, c'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, vous allez voir, pour le combat, parce que le combat, là, vous lancez, vous avez une valeur d'attaque et une valeur de défense. Donc le combat, c'est quand vous attaquez quelqu'un, vous lancez un D20, vous devez faire en dessous de votre valeur d'attaque, le défenseur lance un D20, doit faire en dessous de sa valeur de défense. Si vous touchez et que le défenseur rate, bah, vous le touchez. Si le défenseur, si vous ratez, bah, vous ratez. Donc là, on n'a qu'un seul jet de dés. Et là, je me dis, putain, mais si leur système était si génial, pourquoi ils ne l'ont pas appliqué au combat aussi? Les mecs, quand ils ont fait leur système, pourquoi ils n'ont pas fait tout pareil? Bah, peut-être, justement, parce qu'en fait, 3D20, c'est plus long que de lancer un seul, et que le combat aurait peut-être été un peu trop compliqué. Mais là, bon, j'extrapole, mais en tout cas, quand on a une idée géniale, qu'on veut faire 3 jets, pourquoi on ne le fait pas sur tout le jeu, quoi? Parce qu'en fait, le combat, c'est l'exception. Hein. La magie, c'est 3 jets de dés aussi. La magie, que ce soit la magie divine ou la magie profane, c'est 3 jets de dés. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Donc au niveau du système, moi, personnellement, je suis pas convaincu, parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Voilà. Mais c'est pas compliqué. C'est plus long. Et là, vous avez alors, pareil, pour vous montrer un peu quelque part le niveau alors, complexe, on me dit toujours c'est pas compliqué. On va dire le niveau de détail, le niveau de plein de petites règles. Par exemple, on a des états. Vous voyez les états de donjon. Par exemple, un état à donjon, vous êtes confus, vous êtes dans un état de confusion, où vous êtes étourdi, vous êtes étourdi. Là, non. Vous avez 4 niveaux d'étourdissement. Hein. Légèrement étourdi, très étourdi et incapable d'agir. Et vous avez ça pour tous les états. Les niveaux de douleur. Alors, les niveaux de douleur, c'est quand vous êtes blessé. Alors, quand vous êtes blessé, enfin, entre autres, hein, vous pouvez avoir des autres niveaux de... Mais quand vous perdez des points de vie, vous avez des seuils, vous gagnez des niveaux de douleur. Vous l'avez ici, par exemple. Vous voyez, un quart. Jusqu'à un quart des points de vie perdus, c'est un douleur. Alors, ce qui est marrant, c'est un quart, après, c'est 2 quarts. 2 quarts, la moitié, hein. Bon, ça n'existe pas, 2 quarts. Bon, bref. Je suis un peu sarcastique. Donc, vous gagnez un niveau de douleur supplémentaire, etc., etc. Et donc, ça va vous donner, par exemple, -3 à toutes les épreuves. Donc, -3 sur chaque valeur de qualité. Hein. Donc, c'est beaucoup plus pénible que si on vous avait enlevé 3 points de valeur de compétence. Non, là, on vous les enlève sur chaque, comme il faut faire 3 jets de dés, c'est -3 sur chaque jet de dés. Hein. Et vu qu'il suffit qu'il ne vous reste plus de valeur de compétence pour rater, bah, là, c'est vraiment important. Hein. Un malus de 1, c'est très important. D'ailleurs, c'est plus important sur, par exemple, du vol à tir que du combat. Parce que l'autre, on n'a qu'un seul jet de dés. Ouais. C'est un peu bancal, du coup, je trouve. Donc vous allez perdre de la vitesse aussi, ouais, vous avez tout ça. Donc, à l'étroit, si vous êtes à l'étroit, en fonction de votre arme. La paralysie, bah, c'est pareil, elle a 4 niveaux, la terreur, etc., etc. Bon, la création du héros, on l'a faite. Je vais vous parler de quoi? Des autres... Alors, il y a un truc dans les autres... vous avez des archétypes. Au début, je me dis, tiens, il y a des archétypes. Et en fait, non. Les archétypes, c'est des pré-tirés, en fait. Hein. Donc vous en avez quelques-uns, comme ça, des pré-tirés, et ça vous donne, voilà, l'exemple d'un personnage complet. Donc vous voyez, c'est quand même un beau bloc de texte. Voilà. Tout ça, vous avez des pré-tirés, hein, il y en a quand même pas mal, donc vous pouvez éventuellement commencer une partie directement avec ça. On arrive au peuple, on en a... Alors, les peuples, bon, j'en ai parlé des peuples. Vous avez les métiers. Et ici, vous avez tout le détail sur les avantages et les compétences, combien ça vous coûte, qu'est-ce que la règle à chaque fois, il y a une petite règle, hein, à chaque avantage ou désavantage, donc tout ça, c'est des petits trucs qui se rajoutent. Voilà, vous avez là, vous aviez en vert, vous avez les avantages, là maintenant, vous avez les désavantages, on vous explique tout. On vous remet un résumé à la fin, et on vous parle des talents. Et, je vais continuer un peu sur la description des talents, et puis après, on va parler un peu de la magie. Donc les talents, en fait, c'est tous ceux que vous avez ici, vous voyez, donc là, il y en a un certain nombre, et vous avez dans le chapitre 8 la description de chaque talent,
comment les utiliser, leur application étendue, la complexité. Alors ce que j'aime bien, là par contre il y a des trucs qui sont pas mal. On vous donne, donc effectivement, on vous donne, vous voyez, l'épreuve, donc les trois caractéristiques, les trois qualités, excusez-moi, qui rentrent en compte. Le domaine d'application, quand on cherche quelque chose, hein, c'est plutôt quelle est l'action qui va vous faire utiliser le talent. Si l'encombrement rentre en compte. Le niveau de réussite, voilà, le niveau de réussite en fonction des valeurs de compétences qui vous restent, qui déterminent le niveau de réussite. On va vous dire, voilà, le niveau de réussite, vous l'avez peut-être dans certains talents plus... Parce que là, il vous dit, par exemple, là, c'est l'acuité sensorielle, vous entendez des trucs supplémentaires. La réussite critique, qu'est-ce qui se passe? La maladresse, qu'est-ce qui se passe? Le facteur d'amélioration, combien ça vous coûte? Enfin, quel est on va dire, son degré de difficulté pour l'apprentissage. Et vous avez, ça c'est pas trop mal, vous avez pour chaque action... pour chaque modificateur, entre plus 5 et moins 5, en fait, un type d'action qui peut vous donner ce bonus ou ce malus. Par exemple, voilà, Battlery, oui, vous pouvez, c'est en fait gagner quelques pièces d'argent ou détonner la galerie sur les places de foire et dans les tavernes. Par exemple, voilà, si vous faites des tours de cartes très très simples, vous avez plus 5 pour réussir. Si vous voulez faire rire un public maussade, vous avez moins 5, par exemple. Là, oui, donc à chaque fois, vous voyez, vous avez tous vos talents comme ça qui sont décrits toujours de la même manière. Alors, vous avez un tas de domaines d'application, hein, parce que vous avez le savoir-faire, hein, dans le savoir-faire, vous avez le commerce, la cuisine, le soin de l'esprit, le soin des blessures, important. Travail de pierre, travail du bois, travail du cuir, travail du métal, travail du tissu. Et voilà, vous avez vraiment pas mal de domaines d'application. Je ne suis pas complètement contre de ça. Voilà. Ensuite, nous arrivons au système de combat qui, comme je vous dis, vous avez un système d'initiative. Vous avez donc des actions. Bon, ça c'est assez classique. Là, par contre, vous avez, en fonction de la taille de votre arme, vous avez un petit tableau qui va vous donner des bonus ou des malus. Les armures vont vous donner des points d'encombrement, comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, les dégâts vont être déduits des points d'armure. Les règles pour parer avec un bouclier, les réussites critiques, qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, alors un jet de confirmation, comme je vous disais, par exemple, vous avez 15 d'attaque. Si vous faites 1, il faut relancer le jet de dés. Et si vous faites le deuxième jet de dés, vous faites 15 ou en dessous, c'est vraiment un critique. Autrement, l'attaque, elle est réussie. Mais il peut y avoir une autre conséquence. Par exemple, réussite critique, là, on est sur quoi? On est sur... au cours d'un combat. Donc le combattant peut instantanément effectuer une attaque d'opportunité contre son adversaire, par exemple. Si le jet de confirmation échoue, le défenseur se défend normalement. La maladresse, jet de confirmation réussi, on applique l'effet suivant, échec normal. Jet de confirmation échoue, donc c'est dans l'autre sens. Hein. Si vous faites un 20 et que vous ratez une deuxième fois votre jet de dés, dans ce cas-là, vous allez vous infliger des blessures supplémentaires ou éventuellement une table des maladresses, en fait, tout à fait optionnelle. Après, on a les techniques de combat, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et par contre, ici, là, on a encore des trucs un peu complexes, un peu en plus. C'est après. Si vous êtes dans un espace restreint, le combat à deux armes, l'attaque par derrière, les catégories de taille, vous avez énormément de petites règles comme ça, le combat à distance, si le mec court en zigzag, mais si dans ce cas-là, le mec court en zigzag, ça lui fait baisser ses points de vitesse, vous voyez, ce genre de choses. Bon, voilà. Et là, vous avez beaucoup de choses. Et là, vous avez après les capacités spéciales de combat. Bon, à force, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de trucs en plus. Vous pouvez acheter des bottes mortelles, des attaques à la ronde, attaques à outrance, briseur de bouclier. Qu'est-ce que je sais, moi, à chaque fois, ça va vous donner, pour une botte mortelle, l'attaque subit un malus de -2. En échange, l'attaquant, j'ajoute un D6 à ses points d'impact.
Attaque à la ronde, hein, c'est permet de toucher plusieurs opposants qui se trouvent à distance d'engagement. Donc en fait, vous avez toute une règle. Ça, c'est voilà. Et en plus, c'est par niveau. Vous voyez, coup des niveaux 1 à 2, c'est 25. Voilà, c'est 25 points d'aventure. Niveau 2, c'est 35. Ceux-là, ils n'ont pas de niveau, c'est 30 points. Et celui-là, il a 3 niveaux, 15, 20 et 25. Et on a quand même beaucoup de choses, je trouve. À force, ça fait quand même pas mal de trucs. On n'est pas dans le jeu simple, hein, on n'est quand même pas dans le jeu simple, et le fait de la complexité du jeu ne vient pas de ces 3D20, vient de cette accumulation de petites règles un peu partout. Hein, d'ailleurs, en fait, quand on a un bouquin de règles de 400 pages, alors vous allez me dire, DCC que j'adore, on fait 300 des brouettes, ouais, mais à chaque fois, vous avez le grimoire de magie qui est dedans, qui prend énormément de place, parce que les règles en question, elles en font 10, quoi, et pas 400. D'ailleurs, on y vient, on arrive à la magie. Donc la magie, en fait, nous avons des domaines. Chaque domaine, effectivement, a une épreuve par domaine. Vous n'allez pas lancer les mêmes jets de dés sur les mêmes qualités en fonction du domaine que vous avez. Donc là, on a la magie, par contre, on est plus dans du... comment dire, de la magie un peu moins... C'est pas le 14 juillet, si je voulais. Hein. Vous ne faites pas tomber des pluies de météorites dans l'œil noir. C'est beaucoup plus soft, on va dire, comme magie. Vous avez les règles pour les... Alors, vous avez les règles pour tout, hein, par contre. Hein. Vous avez les règles pour les artefacts magiques. Vous avez les règles pour les rituels. Vous avez, hein, en fonction du temps que vous allez passer, vous allez, quand vous lancez un sort, vous pouvez le modifier en durée, en puissance, etc., etc. Et dans ce cas-là, ça va vous coûter des points. Alors là, c'est des points karmiques ou je sais plus. Non, c'est des points astro sur la magie profane. Les points karmiques, c'est pour la magie divine, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est que là, ce que j'aime bien, parce que alors vous avez aussi des règles. Oui. Des règles pour l'alchimie. Alors, vous avez tout, hein, vous aurez réponse à tout avec à condition de vous en rappeler. Et à mon avis, peut-être un peu là le souci. L'élixir d'invisibilité, en fonction de vos niveaux de réussite, vous avez son effet. Donc ça, c'est pas mal, j'aime bien. Pareil, pour les sorts. Alors non, vous avez les bâtons, parce que vous pouvez créer des objets magiques. Vous avez les règles dedans pour créer vos objets magiques. Vous avez les tours de magie qui correspondent un peu aux cantrips. Voilà, et en fait, on va quand même finir par arriver à la magie en elle-même, et vous voyez, vous avez en fait tous vos... en fonction de votre... là, on est dans les cantrips. Non, on n'est plus dans les cantrips, on est dans les tours de magie. Donc vous avez la magie avec, quand vous lancez vos niveaux de réussite, qu'est-ce que ça fait? Il y a des trucs que j'aime bien, on est un peu dans Harry Potter, d'ailleurs c'est un peu, moi j'aime bien, c'est assez sympa, les noms de sorts, là vous avez Duplicatus, hein, qui va créer des doubles, et en fonction du niveau de réussite, bah, ça va faire un certain nombre de doubles, c'est un exemple. Disruptivo, par exemple, Oriphobus. Alors par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont trouvé des noms, il y en a beaucoup que c'est un peu des noms, alors je sais pas si c'est du vrai latin, ça, Oriphobus, je sais pas, mais... sa couleur, j'aime bien, mais par contre, vous avez fiel des sorcières ou griffe des sorcières. Je trouve un peu dommage que tous les sorts n'ont pas été inventés avec ces noms qui donnent une belle couleur. Donc voilà, bon, je vais pas vous faire, hein, mais comme je vous y disais, vous n'avez pas vraiment des sorts grandiloquents. Voilà. C'est pas pour me déplaire, hein, des jeux qui ne sont pas dans le high fantasy, mais en général, j'y préfère. Et donc, en fait, à la fin, vous avez un tableau avec les différents sortilèges. On va passer au pouvoir des dieux. Donc, vous avez en fonction de tous les dieux, et à la fin, ce sera toujours pareil, je ne vais pas vous faire le détail, vous allez pouvoir, en fonction du lieu de cérémonie, en fonction de si vous allez faire une cérémonie qui va durer longtemps. Vous allez utiliser des points de karma, vous allez avoir des malus, des bonus, etc. Et une épreuve finale à passer, une épreuve à passer, qui est les fameux 3 jets de dés. En fonction alors oui, pareil, donc quand vous faites un prêtre, vous êtes obligé de choisir une tradition, et les traditions coûtent des points d'aventure, ce que je ne vous avais pas dit dans la création du personnage, mais on est toujours dans la même logique. Donc bénédiction de breuvage, bénédiction de feu,
bannissement des ténèbres, alors toujours avec ces degrés de réussite qui, en fonction de votre degré de réussite, vous allez avoir un effet un peu différent. Donc là, vous voyez, coup d'activation, là, c'est des points karmiques, hein, PK. Vous allez aussi pouvoir maintenir des sorts, donc continuer à dépenser des points, etc., etc. Bon, je vais vous passer les détails, vous avez le résumé des sorts. Parce qu'on n'a pas fini les règles complémentaires. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là, parce qu'en fait, les règles complémentaires, on vous dit bien... Alors, quand on arrive là, je me dis, bah, c'est des règles optionnelles. Mais en fait, non, on vous dit, non, non, c'est pas des règles optionnelles. Ce chapitre présente des règles complémentaires concernant notamment la régénération des points de vie, les soins des blessures, les déplacements et l'application. Dans l'ensemble, ces règles ne sont en aucun cas optionnelles. Alors, pourquoi ils l'ont mis à la fin et pas dans les règles de base? Je ne comprends pas. Règles sur la situation sociale, la noblesse. Alors, la régénération, on arrive à des trucs un peu plus terre à terre. La guérison, grosso modo, donc ça veut dire quoi? Quand votre héros tombe à 0, en fait, il est à l'article de la mort. Et si personne ne le ramène à 1 point de vie avant un nombre d'assauts, alors assaut, c'est le rune dans le jeu, là, hein, un nombre de runes égal à sa constitution, il meurt. Donc il va falloir faire un test d'épreuve de soins des blessures qui va être modifié en négatif par grosso modo, le nombre de points de vie en négatif du personnage que vous voulez soigner. Les poisons, comment ça marche, les maladies, les plantes médicinales, donc on a vraiment un tas de trucs. Vous avez des règles pour le froid, des règles pour l'hypothermie, des règles pour le niveau, enfin en fonction de la chaleur, alors la table des mouvements stratégiques, de combien vous vous déplacez en fait par jour, etc., etc., etc. Donc là, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et on arrive au bestiaire. Et on arrive au bestiaire. Et là, je me retrouve... Alors que j'ai ingurgité 352 pages de putain de règles, je me dis, tiens, un bestiaire, ça va être sympa. Et le bestiaire, il y a combien de créatures hein, qui sont décrites là? 1, 2, je peux les compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est des familiers. Voilà, vous en avez 9 ou 10, vous n'avez aucun orc, par exemple. Juste un exemple comme ça. Donc en fait, il est à sa portion congrue, voire très congrue, voire quasiment famélique, à mon avis. Pour moi, le bestiaire est famélique. C'est un peu comme le reste au niveau de la description du monde. On est dans la même logique, c'est-à-dire on ne met rien dans le livre de base ou 3 fois rien, on met quelque chose histoire quand même, mais autrement, voilà. Donc c'est très décevant pour moi, le bestiaire est absolument très décevant. Nous arrivons à l'équipement. Là, par contre, l'équipement, on a quand même un nombre assez conséquent d'équipements, avec différentes armes que vous pouvez utiliser. Alors les types de dagues, là, vous en avez. Hein. Les arcs, les dagues, les châles, chapeaux de feu, vêtements, articles divers et variés. Là, vous avez un tas d'équipements possibles. Donc là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et le chapitre 15, moi, je vais le passer rapidement. Hein, là, on va vous donner des conseils, les conseils habituels qu'on peut trouver dans les jeux sur la maîtrise, sur les récompenses, les points d'aventure, comment voilà. Alors, il y a un truc aussi qui est là. Tout ça, ce sont dans le bouquin, à plein d'endroits différents, vous avez des... Il faut que j'en trouve un. Ça va peut-être pas être si simple que ça d'en trouver un, parce que dans 400 pages... Autre possibilité, vous voyez, c'est des règles optionnelles. Donc, vous voyez, vous avez des pavés comme ça de règles optionnelles qui sont reprises ici, qui sont voir avec les pages associées, et ça va vous donner est-ce que vous jouez avec cette règle ou pas. Vous cochez si vous jouez avec la règle optionnelle. Là, vous avez, donc là, on a effectivement donc les annexes qui commencent par cette liste, et puis après, vous avez les différents tableaux. On résume les talents, etc. etc. Voilà. Et tous les tableaux, dégâts des chutes. Bon. Ok. Un index, et à la fin, nous arrivons avec... Alors, oui, nous avons un truc, alors là, moi, je ne connais pas, mais ça peut être intéressant pour certains. Nous avons les traductions qui ont déjà existé pour des termes du monde de l'œil noir, et les nouvelles traductions qu'on a dans la V5, ce qui vous permet de faire le lien entre les deux. Et on arrive à la fin
Alors pareil, là, on a des personnalités, hein. C'est bien gentil, sauf que les personnalités, moi, j'ai le livre base de la V5, donc je ne sais pas qui c'est. Voilà, et c'est un peu mon problème avec ce jeu, déjà, pour commencer. Et là, vous avez fait des personnages, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai déjà montré. Voilà. Donc j'ai terminé le livre de base de l'œil noir, on va passer à la conclusion. Alors ma conclusion sur l'œil noir. Alors je précise encore, je reprécise ma conclusion sur le livre de base de l'œil noir. Chez BBE, donc ils ont fait une baisse de prix, il est à 30 balles. Vu en fait par rapport à la qualité physique du bouquin, ça les vaut largement. D'ailleurs, en fait, les 60 balles les valaient largement aussi. 400 pages avec du beau matériel, des illustrations sympas, des présentations qui sont une présentation chouette. Tout ça, ça vaut le coup. Alors, 30 balles, c'est quasiment donné, du coup. Hein, et heureusement. Parce que après ça se gâte. Et moi, quand j'ai eu, comme je vous ai dit dans l'introduction, quand je lis la 4e de couverture qui me présente un monde, et en fait, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, en fait, je n'ai aucun. Alors, tu vas me dire, Fred, bah oui, mais par exemple, dans Warhammer, que t'aimes bien, il n'y a pas non plus. Alors, c'est pas vrai. Dans Warhammer, on a quand même au moins une trentaine de pages, je ne les ai pas en tête. En fait, quand ils vous présentent quand même leur Reichland, voilà, ici, vous avez 2 pauvres pages. 2 pauvres pages, un bestiaire famélique, aucune description. Non, pour moi, ça ne va pas. Déjà, à ce niveau-là, ça ne va pas du tout, donc vous êtes obligé, si vous prenez le livre de base et que vous voulez jouer à l'œil noir, une fois que vous avez ingurgité 400 pages de règles, vous avez le droit de repasser un petit peu à la caisse pour acheter l'Atlas, qui a représenté le monde, et puis je ne sais plus comment il s'appelle, le bestiaire. Les deux, alors les deux, ça doit représenter 40 balles, je crois, à peu près. Donc, si vous prenez simplement au niveau pognon, les 30 balles chez BBE plus les 40 balles, ça fait un jeu à 70 balles. Bon, on n'est pas dans l'escroquerie non plus. Par contre, de 60 balles à 100, là, je l'aurais eu un peu mauvaise. Mais bref. Maintenant, il y a le système. Alors, le système avec ces fameux 3D20, alors non, c'est pas un système compliqué. Mais pour moi, c'est un système inutilement lourd. Parce que lancer 3D20, c'est forcément beaucoup plus lourd que de lancer un seul. Et là, franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait. D'ailleurs, en fait, comme je disais, s'ils étaient si convaincus de leur système, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour le combat? Peut-être parce que sur le combat, ça aurait peut-être été trop long. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas compliqué, mais c'est pour moi inutile. C'est inutile. Parce que pourquoi s'arrêter à 3 hein, autant le faire, je sais pas moi. Pourquoi 3 d'ailleurs? Pourquoi pas 2? Enfin, je n'ai pas vu de justification. Alors moi, j'aime bien les systèmes dans les jeux quand ils m'apportent quelque chose qui colle au monde. Et là, j'ai rien vu en fait de bien particulier. D'ailleurs, en fait, d'une manière globale, à ce que j'ai pu en lire dans le livre de base. Encore une fois, je ne parle que du livre de base. Je me retrouve finalement dans un monde sans vraiment de particularité, un truc médiéval fantastique un peu standard, lambda, sans vraiment d'intérêt particulier, en tout cas pour moi. Alors maintenant, effectivement, d'autres gens qui ont connu leur premier jeu de rôle avec l'œil noir, ça peut représenter une Madeleine de Proust et avoir envie de jouer dans le monde de leur début. Hein. Moi, je n'y vois aucun problème. Au contraire, éclatez-vous. Chacun trouve son bonheur où il veut. En tout cas, moi, l'œil noir, ça me convainc pas. Et je vais quand même... Alors, le truc, par contre, qui est lourdin, très, très lourdin, très compliqué, très long, trop long, c'est la création de personnages. C'est infernal. Quand je pense qu'il y en a qui m'ont dit que l'Exocultum, la création de personnages était très compliquée, l'Exocultum, il y a 200 points à répartir. Là, vous avez 1100 points. Et pas 500, comme on a dit, hein, il y en a le double. Hein. Il y a 1100 points à répartir. Entre les caractéristiques, les talents, les classes, les cultures, les professions, les qualités, plus les qualités avec le coût des 100 points. Vous avez un stock de points, mais également des points d'aventure que ça vous coûte quand vous achetez un point. Enfin, je sais pas, on me dit, ouais, ma fille, elle s'est vachement débrouillée. Bah, je dis bravo. Bravo.
Mais moi, je dis, c'est un débutant, il va refermer le bouquin. Hein. Enfin, à mon avis, il va refermer le bouquin. On me dit aussi, ouais, il faut jouer avant de... Il faut y jouer plutôt que de lire les règles. Alors, pour moi, je vais vous dire un truc. Quand un livre de règles, ça s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas les règles, par définition. Donc, s'il ne me donne pas envie de jouer, si je le trouve trop lourd, trop compliqué, il a raté son objectif. Et pour moi, en tout cas, c'est pas mon jeu. Est-ce que j'y jouerai? Non, je n'y jouerai pas, l'œil noir. Ça, c'est clair. D'ailleurs, j'avais l'opportunité de pouvoir avoir une grosse partie de la gamme à un prix défiant toute concurrence, que je n'ai pas pris, parce que mon niveau de collection a quand même des limites. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur l'œil noir, donc je ne suis pas très enthousiaste, hein, comme vous pouvez le constater. Allez-y, mettez vos commentaires, dites-moi que vous n'êtes pas content, dites-moi que ma critique est partiale, enfin tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est mon avis personnel. Maintenant, je comprends aussi que d'autres ont des avis totalement différents. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes parties, de bons jeux, portez-vous bien. Et un petit like, un petit abonnement sera toujours bien accueilli. Merci beaucoup et à bientôt.